Bon, je démarre alors. Donc Paul Jourien, vous êtes anthropologue, vous avez également travaillé dans le milieu bancaire pendant de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles ont été les raisons de ce choix et est-ce que ça a été réellement un choix finalement? Oui, il s'est passé la chose suivante, c'est que j'ai eu un départ de carrière en tant qu'anthropologue, je dirais, idéal. J'ai fait une progression, j'étais jeune professeur à l'Université de Bruxelles où j'avais fait mes études. J'ai fait un doctorat, j'ai commencé à faire un doctorat à l'Université de Cambridge et j'ai été nommé jeune professeur là, etc. Donc ça a démarré, je dirais, sur les chapeaux de roue. Et puis il y a eu des obstacles qui étaient liés simplement à des questions de financement. Je me trouvais en Angleterre. Et c'était au début du règne de Madame Thatcher. Elle a fait des coupes sombres, je dirais de manière grossière, dans les budgets des sciences humaines parce qu'elle considérait qu'il y avait là de ses ennemis. Et en fait, elle n'avait pas tort, effectivement, dans les sciences humaines. Il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas Madame Thatcher. Et alors, bon, moi, ma carrière, donc, je dirais, qui avait eu un cours linéaire, s'est trouvée interrompue et j'ai dû chercher du travail ailleurs. Et je n'ai pas trouvé en anthropologie. Alors j'ai fait, je peux le dire maintenant parce qu'il s'agit de gens qui sont morts, mais à un moment donné, il y a un représentant, je ne veux pas dire son nom, mais un représentant du système de recherche en France qui m'a fait appeler en me disant que la manière dont j'avais été traité était scandaleuse et il voulait me faire rentrer à nouveau dans le système. Il s'est fait que sa carrière à lui s'est interrompue peu de temps après et donc ça n'a jamais eu lieu. Je me suis retrouvé finalement à faire de l'intelligence artificielle en Grande-Bretagne. Alors bon, je veux dire, c'est pas triste, c'est pas dommage, mais je veux dire, c'était pas du tout une carrière linéaire d'un anthropologue, surtout de quelqu'un qui était relativement connu. Bon, j'étais pas très vieux, mais à cette époque-là, j'étais sans doute l'auteur le plus publié dans la revue L'Homme, qui est la principale revue d'anthropologie en France, donc j'avais déjà quand même une réputation. Et ce qui s'est passé, c'est la chose suivante, et là c'est absolument accidentel, je dirais la raison pour laquelle je me suis retrouvé en finance. Il s'est passé la chose suivante, c'est que Mme Laure Adler, que vous connaissez probablement, qui faisait à l'époque des émissions qui s'appelaient Nuit magnétique sur France Culture, m'a appelé au titre d'anthropologue qui avait fait des travaux sur les pêcheurs en Bretagne et puis en Afrique, dans le cadre des Nations Unies. Elle m'a demandé de faire une série de nuits magnétiques sur la pêche. Et je l'ai eu au téléphone, et elle m'a dit, vous pouvez faire 4 nuits magnétiques sur la pêche. Je dis, malheureusement madame, ça fait, à l'époque ça devait faire quoi, 4-5 ans que je ne fais plus ça, ou même davantage, 6-7 ans, que je ne m'occupe plus de pêche. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je lui ai dit, je suis dans mon intelligence artificielle. Elle m'a dit, faites 4 émissions sur l'intelligence artificielle. Et ce qui s'est passé, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a un banquier français, avenue de l'Opéra, qui a voulu me rencontrer. On était avant l'époque des emails, voilà. Il a écrit une lettre à France Inter m'a communiqué la lettre, on s'est vu, et ainsi de suite. Et il s'est fait que le financement là, de la recherche que faisait en Grande-Bretagne s'est interrompu, lui, pour des raisons qui étaient tout à fait différentes, ça n'avait rien à voir avec Mme Thatcher. C'était lié au fait que le mur de Berlin était tombé, que la guerre froide se terminait, et qu'on nous a appelé un jour, l'équipe à British Telecom, pour nous dire qu'en fait, nous n'avions en réalité jamais travaillé pour une compagnie de télécommunications, qu'en fait, nous travaillions à notre insu pour le ministère de la Défense, qu'on ne voulait pas nous dire parce qu'on était le genre de gens à qui il ne fallait pas dire qu'on travaillait pour l'armée, en fait, ils avaient raison. Mais voilà, le budget n'existait plus. Bon. Et il s'est fait que j'ai fait à cette époque-là, à ce moment-là, le banquier en question à Paris m'avait encore invité une fois à déjeuner, et on se voit, et il dit comment ça va, et votre boulot, j'ai dit j'ai perdu, etc. Alors il me dit formidable, maintenant venez travailler chez moi, parce qu'il attendait ça en fait depuis un certain temps, il avait envie que je vienne travailler avec lui. Et pourquoi? Pas du tout en tant qu'anthropologue. En tant qu'ingénieur, parce que j'étais en intelligence artificielle, parce que c'était l'époque où on avait, dans les banques, on se rendait compte que les modèles financiers devenaient de plus en plus compliqués et que les gens qu'on avait d'habitude, c'est-à-dire des comptables ou des économistes, eh bien, n'avaient plus les compétences qu'il fallait. Il fallait des gens plus pointus que ça. Et donc, j'ai fait partie de cette première vague de gens qu'on a fait entrer en finance, essentiellement pour leur connaissance en mathématiques. Et alors ce que j'ai fait à ce moment-là,
je suis quand même allé voir Lévi-Strauss, qui avait été mon professeur, et je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez de cette offre qui m'est faite d'aller en finance. Et on en a parlé. Et ce qui m'était venu à l'esprit aussi, c'était la chose suivante, c'est qu'à l'époque où j'étais à Cambridge, on avait un séminaire de doctorants. On se réunissait toutes les semaines les doctorants, et on partageait notre expérience, qui est d'ailleurs une très bonne formule. On invitait aussi des gens qui avaient 80 ans, 90 ans, des ancêtres de l'anthropologie. C'était très très intéressant. Mais on avait un manuel, et ce manuel s'appelait le Pelletou et Pelletou. Un manuel de comment rédiger une thèse en anthropologie. Et une chose qui était indiquée dans ce manuel, c'était la chose suivante, c'était de dire, vous êtes anthropologue, vous utilisez la méthode de l'observation participante, donc vous allez dans un groupe, vous dites aux gens que vous allez travailler avec eux, faire comme eux, etc. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de domaines où vous ne pourrez pas faire une enquête. Et il y avait 2 exemples qui étaient donnés. Il y a des domaines où il y a une connaissance extrêmement pointue qui est requise des gens et des diplômes, des garde-fous, des affiliations nécessaires. Si vous allez dire à un chirurgien demain, je voudrais faire de la chirurgie, donc laissez-moi venir avec vous, il dira non, il faut que vous ayez un diplôme pour faire ce métier. Et l'autre exemple qui était donné, c'était de dire il y a d'autres milieux qui ne sont pas les milieux où il y a des exigences de ce type-là, mais des milieux où on n'aimera pas que vous veniez comme anthropologue pour voir comment ça se passe. Et l'exemple qui était donné là, c'était les banquiers. Voilà. Alors donc, quand un banquier me propose de venir travailler avec lui, je pose quand même la question à Lévi-Strauss, qui lui dit c'est formidable, allez-y, ce sera très intéressant. De toute manière, dit-il, en ce moment, en anthropologie, il n'y a plus grand-chose qui se passe, donc allez-y. Bon, et voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis entré en finance. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais y rester, c'est combien, 18 ans, 18 ans. Et finalement, ce choix qui a été un petit peu dans tes parents, quel souvenir vous gardez? Est-ce que c'est un bon souvenir ou... C'est-à-dire que moi je savais ce que je faisais, c'est-à-dire que j'étais allé là, pas pour espionner, mais enfin parce que ça m'intéressait comme un objet d'étude. Je n'allais pas là parce que j'avais décidé de faire carrière comme financier ou comme trader. On me disait, faites trader, je dis très bien, ça va être très intéressant. Comme on m'a proposé l'autre chose, je ne sais pas ce que c'était, de faire un truc, je me dis, oh, formidable, je vais l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas encore et que ce serait intéressant à voir. Ah oui, c'est quelque chose que je ne peux pas dire parce que c'est prématuré. Mais bon, donc voilà. Mais c'est-à-dire que sur ces 18 ans, pendant très très longtemps, j'ai eu l'impression que j'étais un petit peu un imposteur quand même, parce que j'allais pas là avec la conviction, avec l'identification à la tâche qui était celle de mes collègues. Alors, je faisais mon métier correctement, on m'a utilisé dans des fonctions très intéressantes, je ne sabotais pas ce que je faisais, j'ai toujours fait, même au moment où je me suis retrouvé dans une entreprise des subprimes qui était en train de s'écrouler, j'ai travaillé jusqu'au bout consciencieusement, c'est-à-dire à essayer d'empêcher que cette entreprise ne s'écroule, tout en sachant que ça allait se passer probablement. Mais j'ai souvent été dans la situation où, vous savez, un petit peu comme De Niro dans Taxi, quand on me regardait, Paul, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut acheter, il faut prendre des produits dérivés, etc., de me dire, c'est vraiment à moi qu'on demande de faire ces choses-là. Mais le fait est que j'étais devenu un spécialiste et mon avis était un avis intéressant, etc. Ce qui fait que, je dirais, un peu malgré moi, j'étais devenu effectivement ce pourquoi on me prenait, c'est-à-dire une personne qui avait une expertise qui était valable et utilisable et appréciée dans ce domaine en tant que banquier. Et donc aujourd'hui vous êtes vraiment un expert comme vous dites, et quels sont les signaux qui vous ont amené à détecter la crise de 2008, et est-ce qu'elle aurait pu être évitée selon vous? Oui, c'est-à-dire, bon, c'est pas une découverte personnelle, puisque je travaillais dans des domaines qui étaient extrêmement proches de ce prime. Quand en 2005, je vois ce qui va s'écrouler, je vois l'endroit, le premier pan qui va s'écrouler, là j'essaie délibérément de travailler dans cette société qui est Countrywide. Je pose ma candidature systématiquement pour être employé par elle. Mais ceci dit, dans les années précédentes, je pense essentiellement à 2002, 2003,
entre collègues, nous savons, qui travaillons dans un domaine qui n'est pas exactement le même, mais qui est très apparenté, nous savons, tout le monde sait que ça va s'écrouler. Sauf, je dirais, peut-être nos patrons. Bien que, évidemment, nous leur faisons des rapports, nous leur expliquons ce qui va se passer, etc. Mais eux sont confiants, ils sont confiants. Quand le patron chez Countrywide, Mozilla, apprend la gravité de la situation, et là, je dirais, on est en janvier, février 2007, il nous réunit et il nous dit c'est formidable parce que je crois que tous nos concurrents vont être dévastés, vont disparaître, mais nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts et nous allons survivre. Oui, Countrywide a survécu 6 mois de plus que les autres, mais a été emporté par la tempête. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Oui, bien entendu, on aurait pu faire plein de choses. Il y a d'ailleurs un monsieur Gramlich qui était un des dirigeants d'une des réserves fédérales régionales aux États-Unis, parce que c'était une confédération, je crois que c'est de 12 banques régionales aux États-Unis, qui a dit à M. Greenspan, il dit il faut absolument faire quelque chose. Il a d'ailleurs fait un petit livre intéressant à cette époque-là, je parle de 2006, pour dire ça va s'écrouler dans ce secteur-là. Et M. Greenspan a dit non, autorégulation, les marchés vont s'y retrouver, la main visible de Adam Smith. Il avait fait une conférence pour le bicentenaire de... attendez, 1700, je ne sais plus ce que c'était exactement, je crois que c'était le bicentenaire de la naissance... Non, le tricentenaire de la naissance d'Adam Smith, mais invisible, donc il ne pouvait rien se passer. Le risque est dispersé, la finance est en vitesse de croisière, nous comprenons absolument maintenant comment fonctionne un système financier, il n'y a plus le moindre risque, etc. Et donc, devant des gens comme Gramlich qui disaient tout ça va se casser la figure, qui était l'opinion, je dirais, des gens qui travaillaient dans le domaine, il y avait en face de cela, il y avait ces gens de la pensée ultralibérale, libertarienne, je ne sais pas les insultes que je leur adresse, c'est comme ça qu'ils se présentent eux-mêmes. M. Greenspan se présentait comme un libertarien, comme un partisan d'Ayn Rand, etc. Ces gens étaient convaincus que le système était sur des rails, que rien ne pouvait lui arriver. Donc, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit ce qu'on pouvait faire? Oui. Un autre exemple, l'État de Caroline du Nord avait pris des mesures pour empêcher que les subprimes soient vendus au public. Le Canada avait adopté ce système, lui, pour tout le pays. Alors, après la crise, les Canadiens disent, regardez, on est beaucoup plus intelligents, nous on a géré ça. Non, ils avaient créé le cadre qui empêchait qu'il y ait des subprimes. Ils avaient raison de le faire. Mais il s'est fait que donc l'association des banquiers du crédit à la consommation a dépensé des millions de dollars pour empêcher que cette législation qui aurait empêché les subprimes, qu'elle ne soit votée dans l'ensemble des États américains. Alors quand on me dit oui, mais on ne sait pas du tout qui sont les responsables des subprimes, je dis attendez une seconde, moi je vais vous donner la liste. Ce sont les gens qui étaient à la tête de l'association des banquiers de Mortgage Bankers Association. Ce sont ces gens-là qui sont responsables de la crise. Si on veut inculper des gens, c'est pas très difficile. Ils ont donné de l'argent systématiquement pour empêcher que les mesures qui auraient empêché elles-mêmes la crise soient prises. Voilà. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Je veux dire, c'est pas des gens qui connaissaient pas leur métier. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il semble quand même que tout soit très imbriqué. Et pour nous qui ne sommes pas spécialistes, ça paraît très complexe. Comment vous faites pour rendre compte de cette complexité et de ses conséquences, notamment dans vos ouvrages? Mais bon, mes collègues, quand je dis j'avais des collègues et quand on se réunissait à l'heure du déjeuner, on discutait, on disait ça allait se casser la figure, etc. Bon. Mes collègues, eux, avaient justement une formation d'économistes, comptables, quelques-uns déjà à ce moment-là, doctorants en mathématiques, doctorants en physique, etc. Mais c'était des gens qui avaient un peu le nez dans le guidon, je dirais, c'était des gens qui, eux, ne voyaient ces problèmes qu'en termes purement financiers. Bon. Alors moi, j'avais une formation quand même d'ethnologue et de sociologue. Je suis allé voir dans les censements qui étaient exactement les gens à qui on donnait ces prêts. Je suis allé regarder dans les statistiques des faillites personnelles aux États-Unis parce qu'il y avait c'était l'époque où il y avait un régime qui changeait, etc. Moi, j'avais une formation de sociologue et d'anthropologue, c'est-à-dire que je pouvais creuser un peu en profondeur, regarder comment ça marchait. Je suis allé regarder aussi dans cette fameuse thèse de Max Weber sur l'importance d'un certain type de protestantisme dans la mentalité des gens. Mais il y avait d'autres choses qui apparaissaient, qui étaient très intéressantes. Par exemple,
le fait que les Américains ont une attitude vis-à-vis du crédit qui est différente des autres. Et pourquoi, quand on réfléchit un petit peu, en fait, c'est relativement évident. La plupart des migrants aux États-Unis sont des gens qui ont quitté des situations extrêmement difficiles dans le pays dont ils partaient. Et donc, je dirais, c'est une situation typique des pays de colonisation. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leur pays d'origine, qui ont, je dirais, la chance d'avoir les ressources personnelles, je dirais, l'espérance qui va les faire réussir ailleurs. Mais ce sont des gens qui viennent, qui sont, quand on regarde aux États-Unis, les migrants sont tous venus avec une tradition d'endettement et de crédit. Ils sont tous venus avec de l'argent qu'ils devaient à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est créé, non pas sur une tradition d'opulence, mais sur une tradition justement de difficultés financières. Et il y avait quelqu'un qui avait fait remarquer à propos du système de carte de crédit revolving aux États-Unis, en disant nous avons quand même un pays formidable qui permet aux riches de vivre comme s'ils étaient pauvres. Et c'était une boutade de sa part, mais en fait, voilà, il redécouvrait, je dirais, une certaine tradition. Alors tout ça, j'ai parlé dans mon livre où j'annonçais la crise des subprimes. Il s'est fait que j'ai eu à la fois de la malchance et de la chance. D'abord malchance parce que pendant 2 ans j'ai ce manuscrit-là et personne absolument n'en veut. Je l'envoie à la plupart des éditeurs en France qui le montrent à des économistes en disant ce type est un rêveur, il n'y a pas du tout de crise du capitalisme, il ne va rien se passer dans ce secteur-là, etc. Et ce qui se passe finalement, c'est que ça tombe accidentellement parce que je finis par l'envoyer aussi à des rédactions de journaux en me disant puisque les éditeurs n'en veulent pas, il y a quand même peut-être des journalistes qui ont envie de voir ça. Et ça tombe sur le bureau d'Atali qui, là, m'appelle immédiatement, on est fin 2006, et qui dit c'est très intéressant parce que moi je ne connaissais pas du tout ça, mais moi j'ai prévu quand même le cadre général, c'est qu'il y aura un écroulement de ce type-là. Alors là, je signale ça à un éditeur, et alors, Atali, ça l'intéresse. Bon, alors, la décision est prise 2 mois plus tard, ou même 2 semaines plus tard, on va publier le livre, et j'ai de la chance, puisqu'il paraît quand même avant que la crise ne se déclenche. Il paraît en janvier 2007, et la crise véritablement, pour le public, les gens imaginent que c'est donc l'écroulement de septembre 2008, mais l'écroulement de septembre 2008 avec la chute de Lehman Brothers, c'est l'aboutissement, c'est la fin du processus. Le processus démarre véritablement au début, justement en 2007. La crise véritable, pour les gens de la finance, la crise démarre en août 2007, quand un banquier de la BNP déclare qu'il n'y a plus de prix, pour ces titres composés, adossés, comme on dit, à des prêts subprimes. C'est-à-dire que les banques qui se soupçonnent l'une l'autre d'avoir de ces titres dans leur portefeuille ne se font plus confiance et ne se prêtent plus entre elles. Il n'y a plus de marché interbancaire. Alors qu'en fait, on le sait en général pas, mais une grande partie des activités financières suppose que les banques puissent se prêter, s'emprunter, se vendre des produits entre elles, et pas nécessairement uniquement envers le public. D'accord. Et justement, par rapport à cette complexité, elle est un peu doublée d'un sentiment de lassitude de la part de nos politiques. Est-ce que vous pensez que la France, même l'Europe, peut encore jouer un rôle et avoir un impact sur le monde économique ? Il est difficile d'imaginer que l'Europe ne puisse plus avoir de rôle, que la France ne puisse plus avoir de rôle. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, malgré les ressources, malgré le potentiel de la France, de l'Europe, on a, je ne vais pas vous renvoyer aux journaux même d'aujourd'hui, il y a un total désarroi au sommet. Monsieur Gattaz, au nom du MEDEF, avec Monsieur Hollande, aux États-Unis, il s'en guerre banquière, etc. Tu n'iras pas à ma conférence de presse, oui, mais c'est parce que toi, contrepartie, etc. Malheureusement, les gens qui sont au sommet, en ce moment, c'est assez caricatural. C'est pas qu'ils prennent pas de décision, mais c'est le ménage Caroline. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Donc ça vous dit quelque chose, ménage Caroline? C'est une expression plus ancienne. Vous savez ce que c'est, ménage Caroline? Ménage Caroline, c'était un type de stand dans les foires foraines où il fallait lancer des boules en tissu sur des boîtes de conserve. Et la scène représentait un ménage qui était le ménage, prétendument le ménage Caroline. Ce sont des choses plutôt du 19e siècle. En fait, quand moi j'étais jeune, on employait encore l'expression. Alors oui, on pourrait dire le guignol aussi. Malheureusement,
tout ça n'est pas très digne, le spectacle qui nous sont donnés, et pas de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et tu m'en donnes 1 million d'emplois? Non, je peux pas. Enfin bon, c'est un peu gênant, Surtout que les connaissances, savoir ce qu'il faudrait vraiment faire, ça existe. Je veux dire, il y a moi je peux vous réunir, j'ai eu l'occasion, j'ai la chance de parler à M. Stiglitz, c'était il y a quelques mois, en septembre ou en octobre. M. Stiglitz, voilà, il sait de quoi il parle, il a de bons conseils. Il y a Laura Adair Turner en Angleterre qui a fait un excellent article dans le Monde, c'était hier. C'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que les hommes politiques, en Europe en particulier, font le contraire? À la limite, il faudrait leur demander. Moi, j'ai demandé à M. Stiglitz, je posais la question suivante. Quand M. Obama est élu, fin 2007, il débute en 2008. Dans les journaux, la presse financière, aux États-Unis, va-t-il nommer M. Stiglitz ministre des Finances et M. Krugman comme son conseiller spécial, ou bien sera-ce l'inverse? Alors je lui demande à Stiglitz, est-ce qu'il vous a jamais téléphoné? Non, il ne m'a jamais téléphoné. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décrochage entre ce que l'opinion imagine, et à juste titre, où sont les compétences, et les gens dont s'entourent ces dirigeants, qui sont des gens différents. Alors il y a, comme vous savez, il y a une explication, je dirais, un petit peu complotiste, de dire qu'il y a véritablement un complot avec une oligarchie, que ce n'est pas simplement de l'incompétence, comme ça pourrait le paraître, mais que c'est aussi un plan, que c'est délibéré, que c'est parce qu'il faut appliquer un programme ultralibéral et qu'il n'y a pas de choix, qu'il faut le faire de cette manière-là. On nous le présente en disant oui, c'est parce que les marchés demandent que ceci, les marchés sont très méchants, les marchés ceci, cela. Mais on l'a vu l'autre jour, quand par exemple, quand S&P, Standard & Poor's, l'agence de notation, fait un diagnostic extrêmement défavorable à propos d'un pays, c'était, je crois, de l'Italie, le régulateur italien dépose plainte contre Standard & Poor's en disant qu'ils ne savent pas faire leur métier. Alors ça, c'est un très très grand scandale, c'est intéressant, mais ça signale un petit peu, je dirais, un changement d'attitude, parce que ce n'est pas pour la première fois tous ces politiciens qui s'écrasent devant ces instances liées à la finance, comme les agences de notation, comme les bureaux. Demain, je rencontre des gens, parce que j'ai demandé à le faire, qui sont responsables des règles comptables. On ne se rend pas compte à quel point ce qui se passe en fait est déterminé par des règles comptables qui décident si une entreprise, c'est ça qui décide si une entreprise est solvable ou pas, si elle peut payer des bonus importants, si elle peut payer des dividendes. Ce sont les règles comptables, c'est la manière dont on fait les calculs. Alors bon, moi je suis pas lié par tout ça. Alors je vais rencontrer des gens, je vais discuter. Et ce qui est étonnant ou amusant, c'est qu'ils ne refusent pas d'en parler, ils ne refusent pas de me recevoir. Je suis là demain matin, et puis c'est déjà la deuxième réunion dans cette direction-là, et on va continuer. Ce que les autres ne font pas, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne le fasse pas. Donc voilà. Et alors, il y a une fracture importante entre l'économie réelle et les mouvements financiers. Comment est-ce qu'on pourrait réduire cette fracture? Est-ce que justement, c'est les agences de notation qui ont une influence importante, comme vous venez de dire? Est-ce que c'est par les autorités de régulation? Est-ce que ça va être les politiques, justement? Comment est-ce qu'on pourrait réduire cette fracture? Il y a deux éléments. Bon. D'abord, il y a le ver dans le fruit. Le ver dans le fruit, c'est le fait qu'on paie des intérêts. Quand on me demande de définir le capitalisme, et je l'ai fait dans ce livre qui s'appelle Le capitalisme à l'agonie, j'ai donné une définition différente de celle qu'on donnait avant. J'ai dit que ce sont des sommes d'argent qui manquent à l'endroit où elles devraient être. Et en fait, bon, c'est intéressant parce qu'il y a un article aujourd'hui dans le Financial Times de Martin Wolf. Il ne le dit pas exactement de cette manière-là, mais il insiste sur le développement du crédit. Le développement du crédit, c'est-à-dire que les sommes dont on a besoin pour produire, pour distribuer, pour consommer, se trouvent de moins en moins à l'endroit où elles sont nécessaires. Pourquoi? Parce que la redistribution de la richesse se fait de manière tellement invraisemblable que l'argent ne va plus du tout là où il est nécessaire. Et du coup, quand on a un besoin, on doit l'emprunter. Chaque fois qu'on emprunte, il faut payer des intérêts. Donc là, c'est ce que Keynes appelait
le miracle de l'intérêt composé, c'est que si vous avez une fortune, elle va grossir, à moins d'un accident extraordinaire. Enfin, si vous faites, comment dire, si vous ne les touchez pas, ça va grossir, parce que les sommes vont simplement se multiplier. Ça, c'est une chose. Et ça, le capitalisme fonctionnait. Le crédit à la consommation, maintenant, était interdit au Moyen-Âge, était interdit à la Renaissance. Ce qu'on appelait l'usure, maintenant on croit que l'usure c'est un taux d'intérêt élevé. Non, l'usure c'était ce qu'on appelle maintenant le prêt à la consommation, le crédit à la consommation. C'était que si vous empruntez pour faire une activité qui va créer une richesse, maintenant vous créez une usine, bon, et vous allez créer une richesse, et il y aura un bénéfice. Vous allez pouvoir rembourser, si vous avez emprunté, vous allez pouvoir payer les intérêts à partir de la richesse que vous avez créée. Bon. Si vous empruntez parce que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une maison, pour acheter une automobile, c'est un prêt à la consommation, ce n'est pas un prêt à la production. Donc, ce que vous allez faire avec ce prêt, c'est survivre, c'est pouvoir être à l'usine le lendemain matin, au bureau le lendemain matin. Mais ce que vous faites essentiellement, pour pouvoir rembourser votre emprunt, c'est que vous hypothéquez des salaires qui vont vous venir plus tard. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, l'Église l'avait interdit. Elle avait dit, si on prête à quelqu'un qui a besoin de cet argent-là, pour de la consommation, enfin le mot n'était pas utilisé à l'époque, eh bien on n'a pas le droit de lui demander de l'intérêt. Quand on parle maintenant de finance islamique, en fait on confond un petit peu des notions de ce type-là. Alors, l'intérêt, c'est une chose, c'est une machine qui dérègle automatiquement le système capitaliste, puisque les sommes vont s'accumuler à un endroit, elles vont partir, elles vont être drainées d'un endroit vers un autre. Mais il y a un autre élément. C'est que le capitalisme au XIXe siècle, il était florissant, la première moitié du XIXe siècle, on peut dire, si on veut, que c'est l'âge d'or du capitalisme, mais la spéculation était interdite. Elle a été interdite jusqu'en 1885, et en 1885, par des années de ce qu'on appellerait maintenant du lobbying, mais on n'employait pas l'expression à l'époque, des années de lobbying, on a levé les règles, les lois qui interdisaient la spéculation. J'entends souvent dire, j'en dis oui, mais la spéculation, ça existait toujours. Ben, absolument pas. Pendant les siècles et des siècles, la spéculation était spécifiquement interdite par des articles de loi qui interdisaient la spéculation. Non, c'est pas que la spéculation existait depuis toujours. On a levé les interdictions. On a abrogé les lois qui interdisaient la spéculation. Et là, il y a un élément destructeur supplémentaire qui a été introduit. Parce que la spéculation, c'est d'introduire du risque qui n'existe pas. Il y a deux parieurs qui vont se trouver face à face, et il y a déjà ces risques dans l'économie parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, parce qu'il y a des éléments de type naturel, on ne sait pas si la moisson l'année prochaine sera bonne, etc. Mais si on ajoute du risque supplémentaire en faisant parier des gens, en laissant des gens parier sur ce qui va se passer, si les prix vont baisser ou monter, à ce moment-là, on introduit un facteur de destruction supplémentaire. Et c'est ça qui s'est passé en 2008, c'est quand les États interviennent parce que les banques sont en train de s'écrouler, on ne rembourse pas simplement des pertes économiques qui ont été subies par ces banques, on rembourse, rubis sur l'ongle, nous les contribuables, on rembourse des paris qui ont été perdus entre des banques. Alors là, bon, ça c'est absolument scandaleux. On n'a pas fait la différence. On a dit tout ce que les banquiers ont perdu, on va les rembourser, et c'est ce qu'on a fait effectivement. Alors, comment distinguer l'économie réelle de l'économie de l'autre, la finance? Ben, c'est très simple. On peut pas. Le principe du versement d'intérêt, pour le modifier, là il faudrait, je dirais, remonter très très en amont, c'est-à-dire il faudrait changer les lois que nous avons sur la propriété. Et ça, ces lois, les économistes, entre guillemets, considèrent dans le livre d'économie, on dit que la propriété privée, c'est quasiment quelque chose de l'ordre du naturel, c'est pas de la culture, que c'est de la naturelle, ça vient chez l'homme est territorial, l'homme, etc. Donc toucher à la propriété privée, c'est un truc extrêmement difficile. Mais renverser des lois qui ont été abrogées sur la spéculation, c'est absolument pas difficile. On me dit aussi, oui, c'est très difficile de définir exactement ce que c'est la spéculation. Absolument pas. Les lois françaises disaient très clairement ce que c'était quand c'était interdit. Ça prenait une demi-page. Il y a des principes comptables aux États-Unis qui font la distinction parce que le système fiscal est différent si vous prenez du risque et si vous n'en prenez pas. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la taxation, on fait une légère différence, et tout ça est expliqué aussi, je dirais, dans les textes qui font une demi-page. Ce n'est absolument pas difficile. J'ai terminé hier un livre, c'est un livre d'entretien, et la personne qui m'interrogeait me disait est-ce qu'il n'est pas utopique d'interdire à nouveau la spéculation?
Je lui dis, mais monsieur, utopique, ça paraît, c'est quelque chose qui est quasiment irréalisable, qui n'a jamais eu lieu. Alors, quelque chose qui a existé pendant des siècles, moi je ne pense pas qu'on puisse utiliser le mot utopique pour en parler. 3 articles de loi ou 4 dans le code civil, 3 ou 4 dans le code pénal, on se réunit et on dit l'abrogation est levée et les articles sont de nouveau là et il n'y a pas de problème particulier. C'est très très facile à faire. Oui, mais alors l'application, est-ce qu'on peut appliquer ça? Est-ce qu'il ne faut pas que tous les pays soient d'accord? Non, pas du tout. Quand on fait un embargo financier sur l'Iran, on dit à Clearstream, on dit à Swift, on dit à partir de demain, vous ne pouvez plus ni recevoir d'ordre ni en donner vers l'Iran et c'est terminé comme ça. Alors si on veut faire la même chose pour la spéculation, c'est très bien. On dit à partir de demain, pas d'ordre qui reviennent des îles Caïmans. Le problème, c'est que quand on sait que les grandes banques françaises ont 260 filiales aux îles Caïmans ou 250, etc., il y a un certain nombre de personnes qui aiment à dire au président de la République oh, on ne peut pas faire ça. Voilà. La raison pour laquelle on ne peut pas le faire, c'est pas parce que c'est difficile, c'est parce qu'on est trop impliqué dans ces affaires-là en ce moment et qu'il y a trop d'intérêts, trop de privilèges qui sont liés à ce genre de choses. Merci beaucoup. Pour ce temps, on va s'arrêter ici. Voilà. Merci d'avoir passé. Oui, il en restait d'autres, mais...